Si vous voulez, on peut commencer. Donc, c'est la deuxième séance du webinaire qui est co-organisée par plusieurs programmes de recherche sur les exils ukrainiens, biélorusses et russes. Et donc, ces programmes, ce sont CORIREF, UK, Aura, donc c'est le nôtre qu'on présentera aujourd'hui, Diaspora Network, qui sera présenté la prochaine fois, et donc Biélexil, le projet qui est représenté ici par Ronan, qui n'était pas là la semaine dernière, mais Tatiana Choukan, qui fait partie aussi du projet, a présenté, a dit quelques mots sur ce projet. Et donc, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui un des projets, comme je disais, UK Aura, donc le nôtre, qui porte sur l'exil ukrainien dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et surtout l'accueil de tous ces réfugiés qui s'est fait en urgence, comme partout ailleurs. Et donc, juste une petite annonce, cette séance, comme celle de la première de la semaine dernière, sera enregistrée. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec l'enregistrement, il faut le dire. Mais voilà. Juste une petite, est-ce que tout le monde entend bien là? Parce qu'il y a un espèce d'écho, enfin de résonance, mais est-ce que ça vous gêne ou pas? Ça a l'air d'être bon. Sinon, on peut rapprocher encore un petit peu, peut-être comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oh oui, c'est mieux. Enfin, moi, c'est mieux? Ok. Donc, on va faire comme ça. Mais sinon, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller? Ok, oui. Super. Bon. Si vous voulez, on peut commencer tout de suite la présentation de notre projet qui porte sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il faut qu'on partage la présentation ensemble. Ok, super. Voilà, donc la séance d'aujourd'hui, la présentation du projet d'aujourd'hui, on l'a intitulé « Dispositif pratique prendre en compte la diversité des acteurs pour rendre compte de l'accueil des réfugiés de la guerre en Ukraine ». Il s'agit donc de notre projet UK Aura. À chaque fois, j'ai envie de dire UK. Ukraine Aura, en gros, qui porte sur l'accueil dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme je l'ai déjà dit. On est trois à présenter le projet aujourd'hui, en sachant qu'il y a d'autres participants et participantes au projet qui vont nous rejoindre dans notre enquête un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, on est trois. Regarde Nicolas, c'est moi. Je suis maîtresse de conférence à l'université Grenoble-Alpes. La deuxième personne qui parlera, c'est donc Karine Gatelier. Non, c'est Lison qui parle. Lison, le nouvel air qui est chargé d'action recherche, un modus operandi, chercheur associé CRJ, Université Grenoble-Alpes. Et puis, donc, on terminera. Ensuite, c'est toi, et moi, je terminerai. Donc, Karine Gatelier, chargée d'action recherche, un modus operandi également, chercheur associé à PAC, Université Grenoble-Alpes. Donc, quelques mots d'introduction. Je ne vais pas parler longuement du projet parce que nous avons déjà fait la présentation du projet la semaine dernière. Donc, juste pour vous dire comment on a construit notre présentation d'aujourd'hui, sur quoi on a axé cette présentation. Nous avons décidé de partir de la définition de l'accueil par la diversité d'acteurs et actrices impliqués dans cet accueil dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont donc des associations et des collectifs qui se sont constitués tout récemment, c'est-à-dire les associations ukrainiennes et franco-ukrainiennes créées après le début de l'invasion russe en février 2022. Ou plus anciens comme les collectifs citoyens d'accueil qui étaient formés déjà à partir de 2015 dans la région. Mais ce sont aussi des associations de professionnels conventionnés avec l'État qui agissent également, qui sont acteurs de cet accueil. Ce sont aussi les représentants de l'État local, les collectivités territoriales, les citoyens et citoyennes qui ne sont pas organisés et d'autres acteurs, donc qu'on évoquera plus tard dans la présentation.
Donc, qui sont les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes qui arrivent dans la région et surtout par quels moyens ils arrivent dans la région? Ce sont donc des réfugiés qui peuvent arriver d'abord à Paris et ensuite être orientés vers la région depuis l'Île-de-France. Ce sont des réfugiés qui sont arrivés avec les convois humanitaires, c'est-à-dire que une des premières actions, comme partout un peu ailleurs, pas seulement en France, mais même ailleurs en Europe, donc les premières actions, c'était, comme vous le savez, les collectes et les convois, l'organisation de collecte et de convois humanitaires en Ukraine. Et souvent, les convois, donc les camions qui rentraient depuis la Pologne et l'Ukraine, donc emmener en plus des réfugiés ukrainiens en France en général et donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Et donc, troisième trajectoire que nous avons identifiée parmi les personnes auprès de qui nous faisons notre enquête, ce sont des réfugiés qui arrivent par des canaux, on a appelé ça personnel, c'est-à-dire ce sont des membres de famille d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes qui résidaient en France déjà avant le mois de février 2022. Ce sont aussi les personnes invitées par des particuliers en France et donc d'autres personnes qui, par des réseaux d'interconnaissance, sont entrées en France dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme je l'ai dit au tout début, aujourd'hui, nous aimerions axer notre présentation sur la définition de l'accueil par ces différents acteurs et différentes actrices de l'accueil. Donc, qui accueille, avec quels moyens, mais aussi comment l'accueil est pratiqué par ces différents acteurs, différentes actrices. Et puis, en fait, qu'est-ce que l'accueil pour chacun et chacune de ces acteurs, actrices étudiés? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent par l'accueil? Donc, je donne tout de suite la parole à Lison pour la première partie qui parlera davantage de l'accueil selon les dispositifs de l'État. Merci, Olga. Du coup, pour revenir sur cette réponse institutionnelle organisée d'un côté par l'État en urgence, et puis ensuite on reviendra du coup sur les réseaux associatifs et individuels en lien avec les collectivités territoriales. Donc moi, je vais vous parler de cette réponse exceptionnelle de l'État. Alors, on a essayé de faire un petit état des lieux des différents acteurs qui se sont mobilisés pour un petit peu voir où ils se situaient. Et donc moi, je vais me focaliser plutôt sur les mobilisations qui ont été institutionnalisées, même si on va voir que ça a été beaucoup bricolé dans l'urgence. Alors, pour repartir de l'historique, cette réponse exceptionnelle de l'État, elle se réalise dès le 9 mars 2022 avec la mise en place d'une cellule de crise interministérielle qui se réunit, qu'on appelle Classique Ukraine, avec le déploiement de relais opérationnels d'emblée à l'échelle locale, du coup à travers l'appui des services déconcentrés, avec des réunions et concertations très régulières et des éléments d'information très vite mis en circulation. L'action de cette cellule s'est déjà concentrée, c'est en premier lieu concentrée sur la mobilisation massive d'hébergement et de logement, d'une part, et d'autre part sur la mise en place d'un guichet unique qui permettait de regrouper dans un seul et même lieu les dispositions d'un premier accueil, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, l'ouverture des droits à la santé, au travail, l'orientation vers les premières solutions d'hébergement avant d'être orienté vers une solution de logement plus pérenne. Alors, j'ai fait un petit organigramme de ce dispositif institutionnel. Donc, en déployant ce dispositif exceptionnel sur des filières spécifiques d'hébergement et d'accompagnement social, on verra qu'il y a eu des moyens financiers débloqués qui ont été importants, avec un point de vigilance qui est formulé dans la circulaire interministérielle, qui est celle de ne pas impacter les capacités de droit commun et ainsi que le dispositif national d'accueil qui est réservé aux demandeurs d'asile. L'urgence a donc été enclenchée avec un accueil qui s'est concentré en premier lieu sur l'hébergement et qui s'est appuyé sur une diversité d'acteurs au niveau local de mars à juillet 2022. Alors, à l'échelle départementale, c'est la DEX, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui a participé à cette coordination d'une mission exceptionnelle de l'Ukraine qui a été au départ bricolée dans l'urgence avec la mobilisation
de groupes de travail spécifiques avec des équipes qui étaient constituées au pied levé par les directions et notamment les services de l'hébergement d'urgence et de la veille sociale, pour mettre rapidement en place ce qu'ils ont appelé le SAS d'accueil d'urgence, avant d'embaucher du personnel contractuel au sein de leur service pour assurer des missions de coordination. Cette mise en place du SAS d'accueil d'urgence a été rendue possible aussi par la réactivité et les relations de proximité entretenues avec les collectivités territoriales qui, dans leur capacité d'adaptation, ont su mobiliser des bâtiments collectifs pour mettre à disposition de ce SAS d'accueil. À Grenoble, par exemple, on a une ancienne crèche qui a été ouverte. À Lyon, il s'agissait plutôt de la mobilisation d'un gymnase. Voilà, ça a été encadré par une circulaire qui date de mars 2022. En parallèle, l'action s'est aussi concentrée sur la mobilisation et la sélection de propositions d'hébergement et de logement citoyen en faisant le choix de conventionner des associations avec lesquelles l'État avait l'habitude de travailler. À Grenoble, c'est l'association Pierre Valdo, par exemple, et à Lyon, Forum Réfugiés, et en leur permettant d'embaucher des salariés supplémentaires pour développer cette filière particulière liée à l'accueil des Ukrainiens. En Isère, on a par exemple 23 salariés qui ont été embauchés. Ce conventionnement était prévu dans une courte durée afin de laisser aussi la latitude de faire évoluer ces configurations de l'accueil. Les acteurs qu'on a interviewés assument mettre en place un dispositif d'expérimentation avec des affinements au fur et à mesure pour faire évoluer les capacités d'accueil ou bien les réduire, les augmenter ou les réduire. Les logements qui devaient remplir un certain nombre de critères. Ils devaient être entiers et autonomes, disponibles pour une durée minimale de 3 mois, organiser une intermédiation avec un accompagnement social par une association. Cette mise à disposition devait se réaliser à titre gratuit, avec souvent un commodat ou une convention d'occupation temporaire, et ou moyennant une contrepartie financière symbolique, où dans les loyers sont quasiment intégralement couverts par les aides au logement. L'association mandatée, du coup, accompagnait de son côté la famille et assurait l'accompagnement social et ouvrait notamment les droits sociaux. Dans ces équipes, par exemple en Isère, c'est 23 salariés supplémentaires. Il y a eu une embauche de plusieurs travailleurs sociaux qui ont été accompagnés. Donc, ces associations ont participé à la sélection des logements à travers une succession d'étapes que j'ai essayé. Alors, ça, c'est le focus d'hébergement pour expliquer, mais on reviendra dessus, je ne l'ai pas fait dans le nom. De succession d'étapes qui expliquent comment étaient sélectionnés ces hébergements citoyens institutionnalisés. Alors, on voit que dans la première étape, il y a une consultation des offres, qu'on vérifie les propositions citoyennes, qu'elles doivent faire plus de 3 mois, ça peut aller jusqu'à 1 an. On sonde les motivations des personnes qui sont identifiées, les conditions d'accueil qui sont proposées, on vérifie qu'elles sont convenables et on effectue ce premier filtre pour valider le logement. Par la suite, sont quand même effectuées des visites de ces logements pour confirmer ces conditions d'accueil et aussi réaliser un temps d'échange pour voir si la famille est disposée à accueillir. Il y a ensuite une évaluation qui est faite et qui donne lieu à un avis favorable ou défavorable pour valider ces propositions de logement. Certains logements ont été évalués comme défavorables, mais ont été quand même gardés sous le coude pour des hébergements dits d'urgence. À titre d'information, la plateforme nationale avait recensé plus de 35 000 offres, dont 21 000 ont été validées par ces opérateurs. On en compte 1600 propositions dans le Rhône en mars-avril 2022, en moins de 15 jours, qui ont été proposées. Et en août 2022, on n'avait plus que 11 propositions dans le Rhône. Et dans l'Isère, c'est 500 places
qui ont été validés. Le gouvernement décide ensuite par la suite de mettre en place une indemnisation de 150 € par un décret du 17 novembre 2022, alloué du coup aux personnes qui ayant accueilli ou qui s'engagent à accueillir des personnes déplacées d'Ukraine plus de 3 mois avant le 31 décembre 2022. Alors cette indemnisation n'était pas pensée en amont, elle a été destinée à conforter cet hébergement citoyen, à tenter de le pérenniser, même si en pratique, elle a fait l'objet de difficultés dans sa mise en œuvre, puisque dans les entretiens, pour l'instant, les personnes qu'on a rencontrées n'ont toujours pas obtenu cette indemnisation. Il fallait montrer la preuve de cet accueil par une attestation délivrée par une association, qui était soit référencée ou financée par l'État, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public local, et comme un CCAS par exemple. Voilà. Et donc au début de l'été 2022, les acteurs institutionnels ont pris conscience que le conflit allait durer, qu'une grande partie du public ukrainien allait rester et s'installer. L'État est donc allé chercher d'autres acteurs pour mettre en œuvre des dispositifs d'insertion vers un accès au logement plus pérenne. L'État s'est appuyé pour cela sur l'expérience de l'intermédiation locative et a décidé de mettre en place des IML spéciales Ukraine en mobilisant les acteurs associatifs qui étaient spécialistes de cette question. En Isère, par exemple, on a France Horizon et Un Toit pour tous qui ont été missionnés dans l'été pour mettre en œuvre cette intermédiation. Alors, ce dispositif, il a révélé dans la pratique une série de tensions que je vais essayer de formuler. Alors, pour l'instant, nos recherches elles sont toujours en cours, donc on n'a pas eu tous les retours, mais notamment, il y a un gros manque pour l'instant de notre recherche, c'est de savoir comment ce dispositif citoyen a été perçu du point de vue des personnes qui ont été accueillies. On en a rencontré quelques-unes, mais pas beaucoup. Et notamment de comprendre aussi les enjeux de la cohabitation qui a été aussi prétendu par la DIAL comme un vecteur d'accélération de l'intégration pour les personnes accueillies. Donc là, on est encore en cours de recherche. Néanmoins, du point de vue des acteurs institutionnels, alors on a aussi, je vais revenir sur mon diapo, on reviendra avec Karine qui va plutôt parler de l'hébergement citoyen. Donc, il y a ce dispositif institutionnel qui est mis en place, mais il y a tout un tas de dynamiques et d'enchevêtrements et de brouillages qui ont été en œuvre et qui ont révélé aussi des tensions entre acteurs de ces différents dispositifs. Du point de vue institutionnel, ces dispositifs exceptionnels ont percuté de plein fouet les politiques publiques actuelles et les pratiques. Les tensions locales en particulier sont liées aux moyens déployés face notamment à un parc d'hébergement saturé, que ce soit l'hébergement de droit commun ou les places du dispositif national d'accueil liées aux demandeurs d'asile. On constate en effet que ces moyens ont été exceptionnels et plus élevés que les mises à l'abri de droit commun. La Cour des comptes a donné quelques chiffres, 38 € en moyenne pour national pour une nuit et contre 20 pour l'hébergement d'urgence et 18 pour le dispositif national d'accueil. Elle a aussi relevé, toujours la Cour des comptes, sur le plan budgétaire que 400 000 millions d'euros de crédits avaient été débloqués par l'État au début de la crise. Les seuls coûts de l'hébergement et des allocations pour les demandeurs d'asile versés ont dépassé cette enveloppe. La dépense représente 461 millions en 2022. Au total, l'ensemble de ces dispositifs d'aide devrait avoir atteint environ 634 millions sur l'ensemble de l'année 2022. Les associations, de leur côté aussi, qui ont été donc mandatées par l'État, habituées souvent au public de demandeurs d'asile, font aussi ce constat de dispositions exceptionnelles mises en place très rapidement, un guichet unique ouvert au pied levé en une demi-journée, des places d'hébergement aussi très vite débloquées, qui ont considéré par ailleurs, certains parlent de passe-droit mises en place avec des conditions matérielles nettement plus favorables, une allocation majorée d'office, normalement attribuée à des personnes qui ne sont pas
hébergés pour les demandeurs d'asile. Donc, il y a eu un réajustement entre-temps qui a donné lieu à un rééquilibrage avec une ADAC, une allocation qui est plus de droit commun comme celle du demandeur d'asile en octobre 2022. Et puis, des aides tout à fait inédites, un TCL gratuit à Lyon pour le transport en commun, des allers-retours de la SNCF gratuits, etc. Au-delà du coup de l'octroi de la protection temporaire dont ont bénéficié les personnes victimes. Les CCAS aussi, du côté des municipalités habituées à des logiques d'accueil inconditionnel, se sont retrouvées confrontées à des directives particulières qu'elles ont choisi ou pas d'appliquer ou de mettre dispositif en parallèle, de maintenir leur politique municipale d'inconditionnalité pour les publics en situation de détresse et d'accompagner et de répondre quand même à l'urgence en mettant à disposition des hébergements collectifs pour le service d'accueil. Donc, des moyens aussi ont été particulièrement débloqués pour accompagner les associations qui ont effectué de l'intermédiation locative. Mais les incertitudes liées au conflit rendent aussi difficile la signature de baux, comme la situation économique aussi des personnes qui bénéficient. Ils ne sont pas tout de suite autonomes puisqu'il y a le temps d'acclimatation avec la langue, le temps aussi de trouver du travail, etc. Cette vision a donc été pour l'instant gérée à court terme liée à la gestion de la crise et laisse aujourd'hui peu de visibilité pour la suite. Les missions de coordination au niveau de l'État local ont été mises en œuvre par des agents contractuels avec des CDD courts permettant de réévaluer à chaque fois les besoins. La Cour de compte fait aussi d'ailleurs le constat dans son audit flash de février 2023 qu'il n'y a pas de crédit en prévision pour les actions envers les déplacés d'Ukraine dans la loi de finances 2022 pour 2023, qui aura probablement des conséquences de faire peser le coût sur les opérateurs privés. Je laisse Karine du coup compléter. Ouais, merci Lison. Donc, en effet, je vais revenir un tout petit peu et pour conclure sur ce dispositif de l'État tel qu'il a été mis en place dans cette urgence et avant de passer à l'action à la fois des collectifs citoyens et des citoyens et citoyennes qui n'étaient pas déjà engagés et impliqués dans des collectifs ou des associations. En fait, pour souligner un peu que ce qui nous intéresse principalement pour étudier ce dispositif de l'État, c'est d'étudier les relations entre les différents acteurs à l'intérieur du dispositif de l'État et bien sûr les relations de ce dispositif de l'État avec son extérieur, à savoir toutes les autres initiatives qui ont pu émerger dans cette période de crise, dans la même urgence finalement. Donc, comment tout ça fonctionne ensemble ou justement ne fonctionne pas ensemble. C'est vraiment les relations qu'on cherche à étudier et Lison l'a souligné, hein, elle a parlé d'enchevêtrement, elle a parlé de brouillage. Voilà, il y a dans l'urgence effectivement du saisissement de la part de plusieurs acteurs et malgré l'urgence, une volonté de se coordonner. Pour autant, les volontés n'ont pas toujours pu aboutir. Et donc, on verra qu'il y a eu également des tensions. Mais pour reprendre un petit peu et avec le parcours un peu que voilà, qu'a essayé comme ça Lison, on peut voir qu'au niveau donc l'urgence, elle est véritablement sur l'hébergement. C'est tout ce qui a été mis en place que Lison vient de décrire. Mais à côté de l'hébergement, tous les professionnels de ce secteur savent que se trouve également le suivi social, qui est l'autre fonction absolument nécessaire. On ne peut pas seulement mettre à l'abri, il y a bien sûr tout un suivi à prendre en charge. Les travailleurs et travailleuses sociales qui ont mis en œuvre et accompagné ce suivi social, donc décrivent un suivi social très singulier, très particulier dans ce cadre-là. Et cette particularité repose sur plusieurs choses.
d'une part sur le dispositif lui-même, comme il s'appuyait sur l'hébergement citoyen, en fait, ce dispositif s'est déployé à l'échelle des départements entiers, et comme donc vous le savez, notre recherche n'est pas terminée, mais là où on en est aujourd'hui, pour le moment, on étudie principalement le département de l'Isère, qui est un grand département, et véritablement, les personnes accueillies par le dispositif de l'État ont été ventilées sur l'ensemble de ce département. Donc, ça fait un dispositif immense en termes de géographique et de distance, et aussi, ça produit un certain isolement. Habituellement, ces professionnels du suivi social avaient l'habitude de suivre des personnes dans un centre généralement regroupé. Il y a bien sûr également de l'hébergement qu'on appelle dans le diffus, qui sont des appartements qui peuvent être ventilés à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une métropole, mais jamais à l'échelle d'un département. Donc, les personnes sont relativement isolées. Donc, ça signifie, au niveau de l'Isère, par exemple, que les équipes ont dû se scinder en deux. Donc, l'opérateur de l'État, qui est l'entraide Pierre Valdo, est basé à Grenoble. Comme l'a dit Lison, a constitué une équipe de plus de 20 personnes sur Grenoble. Cette équipe a dû se scinder en deux et désigner un genre d'antenne de ce travail, de ce suivi social en Nord-Isère, à Bourgoin-Jallieu, avec une partie de l'équipe sur place là-bas, donc pour pouvoir être au plus près des populations. Cet isolement a aussi conduit à la nécessité, et ça les professionnels l'expriment très clairement, en disant on a eu besoin de l'implication des hébergeurs. Donc les citoyens qui ont ouvert leur maison ont dû prendre part à ce suivi social, s'impliquer à ce niveau-là aussi. Et les professionnels font le retour qu'ils ont très bien joué le jeu et que ça s'est effectivement très bien passé. Mais là aussi, c'est complètement une nouveauté. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, que ces professionnels du suivi social, en fait, soient un peu comme ça. Je ne sais pas s'il faut dire secondés, en tout cas, doivent faire ce suivi social avec d'autres acteurs. Donc, les hébergeurs eux-mêmes, elles parlent également des municipalités, des mairies dans les petites villes ou les villages qui ont accueilli, parfois les mairies qui découvraient complètement cette fonction, qui n'avaient jamais accueilli de réfugiés. Et on voit que les écoles également ont été un point focal important, puisque ce travail social qui doit se réinventer dans cet isolement, donc a pris la forme, comme je l'ai dit, de beaucoup plus de déplacements. Donc les travailleurs sociaux utilisaient beaucoup concrètement leur voiture pour se déplacer d'une famille à l'autre et rendaient des visites très, très fréquentes. Et donc elles parlent aussi beaucoup de l'école comme un point focal pour rencontrer les familles, mais aussi la communauté autour de l'école, à savoir les autres parents d'élèves, le personnel, l'enseignant, etc. Cet accueil et cet accompagnement social, il est très singulier aussi, parce qu'en fait, les personnes, les familles et les personnes ukrainiennes qui sont venues se réfugier sont très différentes des personnes qui viennent chercher l'asile. Peut-être, je vous cite quelques détails, mais qui, pour les professionnels, ont fait beaucoup de différences. Par exemple, c'est parfois des gens qui sont venus avec leur voiture personnelle, ce qui n'arrive jamais avec les personnes en demande d'asile. Quand ils avaient leur voiture, ça a simplifié là aussi parce que le transport a été une problématique très importante. Mais en même temps, ça a demandé aux professionnels de gérer tout un plan qu'elles n'avaient absolument pas l'habitude de gérer. Par exemple, gérer l'assurance, comment assurer la voiture en France. C'est également des familles qui sont venues avec des animaux de compagnie. Ça aussi, c'est un cas de figure face auquel elles n'avaient jamais été. C'est très anecdotique, mais en fait, non, parce que là aussi, il y a un encadrement juridique très important des animaux de compagnie, notamment avec les chiens, notamment autour du contrôle sur certaines maladies comme la rage. Et donc, il a fallu s'occuper également des vaccinations ou des vérifications de vaccination contre la rage et des choses comme ça. Donc, en fait, les travailleuses sociales se sont retrouvées avec des tâches complètement nouvelles. Et elles disent vraiment que leur suivi social a dû prendre en compte absolument tout, et y compris ces tâches complètement nouvelles où elles ont dû un peu s'inventer. Ce suivi social, il se fait également avec des acteurs qu'on va parler par la suite, les associations diasporiques dont va parler Olga tout à l'heure, et comment les associations diasporiques sont aussi le lieu de retour au niveau peut-être plus sensible, émotif et de l'expérience et des personnes accueillies pour
justement exprimer des choses qu'on n'ose pas forcément exprimer avec une assistante sociale ou un travailleur social. Et également, donc j'ai cité les mairies tout à l'heure, mais peut-être les associations, donc les acteurs comme ça au plus près des familles elles-mêmes et là où elles sont accueillies. La deuxième étape, où cette relation avec les acteurs extérieurs au dispositif de l'État ont lieu, c'est ce moment qu'ils appellent de la réorientation. Donc l'hébergement citoyen est un dispositif, alors dans la sélection, je crois que tu l'as dit, Lison, dans la sélection des hébergements proposés, un des critères importants était que l'hébergement proposé soit proposé sur une durée de plus de 3 mois. L'État n'a pas retenu les hébergements plus courts que 3 mois. On va le voir, l'indemnisation aux hébergeurs intervient à l'automne 2022 parce que justement l'État veut s'assurer que cet hébergement va se poursuivre parce qu'il en a encore besoin, donc pour lever certaines tensions et pour faciliter la poursuite de cette solution. En dépit de ce qui avait été présenté au départ, l'accueil devait être gratuit, ça faisait partie un peu du contrat établi avec les hébergeurs. À l'automne, l'État propose une indemnisation de 200 € par mois avec des dossiers à remplir et là aussi un processus. Alors, on trouve 150 €, on trouve 200 €. Il y a un peu une incohérence dans les données qu'on recueille, il faut qu'on refasse la synthèse de ça. Mais voilà, avec là aussi un processus qui prend du temps et on n'a pas encore suffisamment de recul sur cette indemnité. Mais toujours est-il que cet hébergement citoyen, on le voit, a besoin d'être réorienté au bout de 6 à 9 mois parce qu'ils ne peuvent plus se maintenir. Les hébergeurs disent on ne peut plus accueillir, donc il faut envisager une autre solution. Et donc, c'est là que la réorientation des personnes accueillies dans le dispositif de l'hébergement citoyen doit se faire. Et donc, il va se faire principalement, et la volonté de l'État est qu'à ce moment-là, les personnes entrent dans le droit commun et donc que ça se fasse du côté du logement social. Mais ça n'est pas toujours le cas. Alors, il y a une problématique importante avec les couples ou les familles avec des personnes âgées qui ne sont pas des personnes qui peuvent bénéficier justement de l'autre versant qui est l'insertion professionnelle sur lequel je vais revenir après, puisque ce sont des personnes âgées qui ne travaillent plus. Et donc, sans revenus propres et ne pouvant disposer que de l'allocation qui a été l'allocation de demande d'asile, hein, c'est ainsi que les choses ont été prévues au départ, qui est une allocation qui est de l'ordre de 200 €. Donc, c'est bien faible pour payer un loyer. Du coup, en fonction des cas, d'autres dispositifs sont mobilisés, notamment pour les personnes âgées avec des problématiques de santé. Certains EHPAD peuvent être sollicités, notamment des EHPAD solidaires, et c'est ce qui existe dans la métropole de Grenoble, avec un EHPAD qui accueille gratuitement certaines personnes ukrainiennes. Ce sont des cas très rares, ce n'est pas un dispositif avec beaucoup de personnes. Ce sont des cas rares, mais qui existent. Et on voit aussi dans d'autres cas rares comment ça rebascule sur le dispositif asile, avec des personnes prises en charge dans des CADA, ce qui est là aussi à contre-emploi, puisque les CADA accueillent les personnes pendant la procédure d'asile. Les Ukrainiens n'ont pas de procédure, puisque d'emblée, ils ont reçu une protection. Mais voilà, dans des cas rares, c'est une solution qui peut aussi être mise en place, ce qui, comme l'indiquait Lison, crée des tensions sur ces dispositifs qui sont déjà très, très surchargés. La troisième étape dans ce parcours, c'est celle de l'insertion professionnelle. Sur le constat énoncé par Lison que finalement l'accueil dure, et là les acteurs, y compris les acteurs au niveau de l'État local, donc la direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité, la DETS, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Tout le monde s'est projeté dans l'urgence, n'a pas imaginé un accueil durable. Il n'a pas imaginé la nécessité de faire cette transition. Mais voilà, le constat finit par s'établir que l'accueil dure, que les gens, les familles ukrainiennes également, qui n'avaient pas non plus anticipé,
et ne s'installaient pas pour longtemps, en viennent également au constat qu'elles vont devoir rester plus longtemps que prévu. Du coup, on bascule vers un autre dispositif nécessaire qui est celui de l'insertion sociale, de l'insertion professionnelle, pardon, pour pouvoir développer l'autonomie des personnes et à ce moment-là, justement, comme je disais, les orienter vers le droit commun et le logement social et donc la possibilité de payer un loyer. Donc, cette insertion professionnelle déploie là aussi un autre dispositif dans le dispositif, notamment avec une embauche au niveau des préfectures qui est complètement consacrée à cette fonction et cet objectif d'insertion sociale. Alors, on voit des tensions, effectivement, et peut-être je vais en évoquer une qui se produit entre ce dispositif de l'État et le dispositif à l'extérieur. De l'Isère également, c'est comme c'est un grand département, effectivement, on a vu se déployer ces deux canaux de l'accueil avec le canal officiel de l'État, avec la plateforme, le dispositif de l'État, et au niveau de Grenoble, la plateforme de la ville. Et la plateforme municipale, voilà, qu'on voit sur le schéma affiché, la plateforme municipale qui s'appuie sur certains acteurs associatifs de la ville de Grenoble, donc des associations qui sont déjà impliquées dans cet hébergement citoyen, qui ont cette expérience, qui vont former un comité de pilotage avec une association diasporique, UGREN Grenoble-Isère, et donc qui en fait reproduisent le schéma du dispositif de l'État avec la plateforme qui accueille les offres des citoyens, des bénévoles de ces associations qui de la même façon vont visiter les appartements pour les sélectionner, et ces mêmes associations qui essayent de faire également le suivi social. Donc les fonctions se retrouvent des deux côtés à des échelles différentes avec des acteurs différents. Là où ça crée une tension, c'est que cette plateforme, ce comité de pilotage des associations sur la métropole de Grenoble, voyant le dispositif mis en place par l'État, rencontre la direction départementale pour montrer le travail qu'ils font et proposer d'intégrer le dispositif de l'État, à savoir d'avoir un financement pour financer un poste de coordination au niveau de leur comité de pilotage pour continuer à faire leur travail, mais non plus sur une base de bénévolat qui est difficile à tenir. Alors, il y a eu jusqu'à 35 bénévoles qui se sont mobilisés dans ce comité de pilotage entre les mois d'avril et de juillet. Mais c'est très difficile de maintenir dans la durée et avec une telle intensité, de tels besoins, l'engagement de bénévoles. Donc, ils vont essayer d'obtenir un financement de la préfecture pour financer au moins un poste de coordination. Ceci a été refusé par la DETS, la préfecture de l'Isère, ce qui a fait prendre la décision à ce comité de pilotage d'arrêter leur travail. Donc, c'est ce qui est arrivé au mois de juillet. Donc, ce comité de pilotage se dissout et disparaît à partir du mois de juillet. Et toutes les personnes qui l'accueillaient sont réorientées justement vers le dispositif de l'État via le SAS et via l'opérateur local. Et chaque famille, chaque personne a été prise en charge avec un nouvel hébergement. Mais là, on voit une tension où, en fait, l'initiative citoyenne locale n'a pas pu se coordonner avec le dispositif de l'État. Ça n'est pas le cas sur les autres départements de la région où ce double système n'a pas été mis en place, n'a pas été observé. Alors, il y a également des bénéfices, bien sûr, à ce dispositif exceptionnel, et c'est ce dont témoignent les professionnels au niveau des opérateurs. Le bénéfice, c'est qu'en fait, tout un dispositif a été créé et que ce dispositif, une fois créé, il demeure et dans la durée, il va pouvoir prendre en charge d'autres publics. Et ça, c'est ce que les professionnels expérimentés observent au fil de l'histoire de l'accueil des personnes en demande d'asile et au fil des crises en réalité, et notamment au moment de la guerre du Kosovo. De la même façon, dans la région ici, un dispositif ad hoc avait été créé pour accueillir les personnes réfugiées du Kosovo. Ce dispositif s'est maintenu et donc a été versé comme ça à l'ensemble du dispositif asile. Et donc, finalement, les places créées se maintiennent. Donc ça, c'est quand même un bénéfice.
Et d'ailleurs, déjà, on voit un nouveau public réorienté vers ce dispositif créé pour les Ukrainiens avec l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Et donc, cette politique à Paris qu'on pourrait appeler de dispersion, on appelle ça aussi une politique de desserrement, c'est une façon un peu pudique pour expliquer qu'on envoie les personnes en demande d'asile de l'Île-de-France vers les régions du territoire national. Et notamment, ce dispositif Ukraine peut commencer à recevoir ces nouveaux publics. Donc voilà pour le bénéfice et voilà ce qu'on est en train d'apercevoir et qu'on va continuer d'observer. Donc, pour le dispositif de l'État, on peut s'en tenir là. Et du coup, cette deuxième partie va être beaucoup plus courte sur les collectifs citoyens parce que c'est quelque chose qu'on commence à peine à observer. Donc, sur les dispositifs citoyens, alors ce sont des acteurs qui ne sont pas nouveaux dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, puisque c'est des acteurs qui se sont constitués à partir de 2015 avec une autre crise de 2015 qui était ce qu'on a pu appeler cette crise de l'accueil, avec des arrivées plus importantes de personnes en demande d'asile, une forte médiatisation de ces arrivées, et donc la création de collectifs citoyens motivés par l'indignation des citoyens et la volonté de prendre part à l'accueil de ces personnes. Donc ces collectifs citoyens, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'eux fonctionnent depuis 2015-2016, certains se sont créés un peu comme ça à retardement. Ces collectifs sont déjà très largement mobilisés pour l'accueil des personnes en demande d'asile et ne vont pas spontanément se saisir de l'accueil des réfugiés ukrainiens. D'une part parce qu'ils sont déjà très occupés par ailleurs, certains sont en cours d'essoufflement, sont vraiment en permanence dans une réflexivité, une réflexion pour comprendre comment se maintenir, comment durer en fait dans le long terme. Et aussi sur la base du constat que beaucoup de choses se font pour les Ukrainiens, beaucoup d'acteurs se mobilisent pour les Ukrainiens. Donc en fait, spontanément, ils ne vont pas se saisir de cet accueil-là. Néanmoins, ça va leur revenir parce qu'en fait, ce sont plutôt les collectivités territoriales et notamment les mairies dans les villages et les petites villes qui vont chercher à s'appuyer sur l'expérience de ces collectifs citoyens. Voilà. Donc, ils sont mobilisés à la demande des mairies sur des tâches qui relèvent plutôt de l'accompagnement et plutôt en appui de leur expérience. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on peut dire des collectifs citoyens pour le moment, sachant que souvent les hébergements sont proposés par les mairies elles-mêmes qui mettent à disposition des appartements. Et à côté de ces collectifs citoyens, on voit des acteurs nouveaux qui sont les citoyens non organisés, donc non engagés dans ces collectifs, qui, un peu comme en 2015, mais alors en 2015, comme je dis, c'est sur la base de l'indignation, de la même façon, des citoyens, à partir de fin février 2022, ont envie de prendre part à cet accueil et ont envie d'accueillir des Ukrainiens. Donc, c'est vraiment un élan de solidarité et non pas d'indignation, puisqu'on voit que l'État fait beaucoup par ailleurs. Néanmoins, et sans forcément se signaler aux plateformes de l'État, certains citoyens s'engagent spontanément et eux vont se brancher ici souvent sur des acteurs qui organisent des convois. Donc, ici, par exemple, dans la région, on a vu que des pompiers ont organisé des convois pour amener de l'aide humanitaire aux frontières de l'Ukraine. Et en général, tous ces convois prévoient au retour d'offrir des places pour transporter des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui voudraient s'exiler et s'éloigner de cette frontière et de ce théâtre de guerre. Et donc, ainsi, des familles arrivent sur les territoires en retour des convois humanitaires. Et donc, c'est là que les familles localement ont pu accueillir des familles ukrainiennes. Alors, à l'échelle d'un village, ça peut se faire à plusieurs familles. Du coup, un lien se crée entre ces familles. Quand localement, il y a un collectif citoyen, le lien se recrée avec ce collectif citoyen. Les connexions se font, mais là aussi, on voit des nouveaux acteurs donc motivés par des nouvelles raisons, se mobiliser pour cet accueil.
Donc, voilà pour le côté un peu citoyen. Et donc, pour poursuivre avec ces nouveaux acteurs, je passe la parole à Anna. Alors, merci beaucoup, Karine. Donc, effectivement, je vais parler de l'accueil selon les associations ukrainiennes et franco-ukrainiennes parce que dans le cadre du projet, je réalise un terrain sur l'accueil pratiqué par ces associations, donc par ces collectifs ou associations ukrainiennes ou franco-ukrainiennes. Donc, pour le moment, je me concentre sur le terrain grenoblois. Je n'ai pas encore fait le terrain à Lyon, ce que je compte faire un peu plus tard. Et donc, je dois préciser d'emblée que je fais partie d'une des associations franco-ukrainiennes qui s'appelle Ukraine Grenoble-Isère. Je suis membre de cette association. Je présenterai aujourd'hui mes premières observations empiriques, donc quelques idées déjà d'analyse, mais surtout les observations empiriques. Donc, pour une partie de ces acteurs, l'accueil et le fait même d'accueillir se comprennent et se pratiquent très différemment en comparaison avec le maillon d'accueil plus institutionnel qui a été présenté donc, par Karine Elison, et même donc par des collectifs de citoyens dont a parlé Karine à la fin. Donc, il y a quelque chose qui rapproche donc cette compréhension de l'accueil, la pratique de l'accueil par des associations ukrainiennes des collectifs citoyens, c'est-à-dire que les associations ukrainiennes et franco-ukrainiennes incluent dans l'accueil cette dimension conviviale. Donc, il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes logistiques liés à l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement, etc., mais aussi donc, de créer des espaces de convivialité et de confiance où les réfugiés se sentiront à l'aise et pourront agir, c'est-à-dire devenir eux-mêmes bénévoles. Mais une partie des activités de ces associations menées par des Ukrainiens et Ukrainiennes installés en France de longue date, on parle souvent des Ukrainiens et Ukrainiennes de la diaspora, de concert avec des réfugiés fraîchement arrivés, ne se pratiquent pas ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres lieux d'accueil, espaces d'accueil que nous avons observés. Il s'agit plus spécifiquement des activités culturelles comprises comme répondant au devoir de maintenir la culture ukrainienne dans l'exil pour les réfugiés et par les réfugiés. En outre, ces activités culturelles font partie des pratiques d'accueil de ces associations car elles permettent d'impliquer un grand nombre de réfugiés à l'organisation de ces événements pour qu'ils se sentent non seulement bénéficiaires de l'aide et de la solidarité citoyenne, mais également acteurs de leur propre destin. Donc, ainsi, dans ces collectifs, l'accueil se comprend à travers la dimension d'empowerment, d'incapacitation, si on peut traduire ça en français, par la création donc, et le maintien de la communauté culturelle partageant une même expérience d'exil. Donc, l'accueil prend la forme d'un devoir des Ukrainiens installés en France envers des compatriotes réfugiés, d'une action qui permet en outre de souder la communauté dans l'exil et de maintenir dans l'exil la culture ukrainienne que la Russie cherche à détruire en Ukraine. Ces dimensions de l'accueil différencient, me semble-t-il, ces associations des autres collectifs étudiés dans le projet. Donc, quelques mots sur le contexte, dans lequel ces associations émergent. Tout de suite après le début de tentatives d'envahir l'ensemble du territoire ukrainien par l'armée russe, ont émergé à Grenoble des initiatives individuelles et collectives de solidarité avec l'Ukraine et un petit peu plus tard les réfugiés ukrainiens. Comme dans plusieurs autres villes et pays, ces initiatives spontanées avaient pour objectif, au tout début, d'organiser des collectes et des convois en Ukraine. Des points de collecte se créent un peu partout dans la ville, à Grenoble, dans les locaux de magasins et boutiques dont les gérants se sentaient concernés par la guerre. Pour donner quelques exemples, à Grenoble, il y avait un studio de tatouage en centre-ville de Grenoble tenu par un tatoueur d'origine russe qui a permis d'organiser un stockage des collectes au tout début.
Une autre boutique alimentaire tenue par quelqu'un sans attache visible avec l'Ukraine a fait de même. Donc, il y a tout un réseau de commerces qui ont proposé leurs locaux pour stocker, pour collecter et stocker donc, les vêtements, les médicaments, etc., envoyés ensuite en Ukraine. Mais aussi dans les locaux associatifs de collectifs humanitaires qui existaient déjà au moment du début de guerre qui touchaient l'ensemble du territoire ukrainien. Enfin, tout simplement dans la rue, quelques points de collecte qu'on pouvait croiser un petit peu partout en centre-ville de Grenoble. Ces collectes étaient organisées par des Ukrainiens et Ukrainiennes de la diaspora et donc des Français et des Françaises. En parallèle, d'autres collectifs impliquant également des Ukrainiens et Ukrainiennes de la diaspora et des Français et Françaises organisaient des manifestations de soutien et de solidarité avec l'Ukraine au plein cœur de Grenoble. Pour relayer les informations sur toutes ces initiatives, les personnes mobilisées créent ainsi des pages Facebook et c'est sur la base de ces pages Facebook que vont émerger par la suite les collectifs plus institutionnalisés et formalisés, dont certains s'enregistreront par la suite comme associations. Donc, il s'agit de l'Ukraine Grenoble-Isère, l'association qui s'appelle MRIA, Maison ukrainienne, etc. Ce milieu associatif devient assez vite concurrentiel à cause de l'accès limité aux ressources informationnelles et financières disponibles à Grenoble. Depuis, ce milieu a connu de multiples recompositions, notamment à la suite de conflits interpersonnels au sein des associations, mais aussi de scandales qui impliquaient des responsabilités financières de certaines personnes. Aujourd'hui, 4 associations ukrainiennes ou franco-ukrainiennes, les plus actives peut-être, existent à Grenoble. Donc, c'est Ukraine Grenoble-Isère, MRIA, Kalina, qui a été créée à l'automne 2022 par des bénévoles qui étaient en désaccord avec des pratiques au sein de la maison ukrainienne. Et puis, la toute dernière association, Free People. Le champ et les répertoires d'action de ce collectif sont ce qui contraste avec les observations qui ont été présentées la semaine dernière par Agnieszka ou ensuite discutées par Alexander au sujet de collectifs similaires à Paris et dans d'autres régions en France. Donc, pour rappel, on a parlé de la fonction surtout communicationnelle des collectifs parisiens et d'autres collectifs qui étaient évoqués par Agnieszka et Alexander. Les activités d'associations grenobloises que moi j'observe incluent bien évidemment la dimension de la communication sur la guerre, sur les actions de solidarité avec l'Ukraine, mais ne s'y limitent pas. Ces associations organisent des convois en Ukraine avec des collectifs lyonnais semblables et avec des ONG humanitaires françaises comme Bioport, Pharmacie humanitaire internationale, Convoi pour l'espoir, etc. Donc, ces associations ont participé à un collectif, un comité de pilotage, comme l'a dit Karine, un inter-associatif qui a géré l'hébergement citoyen avec des associations françaises telles que la PARDAP, les Guides sans frontières, etc. et qui sont occupés donc l'année dernière, en 2022, en étroite collaboration avec la mairie de Grenoble, de la gestion de l'hébergement proposé par des familles en Isère. Et donc, comme Karine disait, les membres de ce collectif, de ce comité de pilotage, devaient aller vérifier les conditions de vie dans les appartements qui étaient proposés. Et donc, les associations ukrainiennes ont fait partie de ce comité et comme d'après leurs témoignages, donc ce travail leur a pris beaucoup de temps. En fait, ils sont beaucoup investis dans ce travail effectivement de veille et d'accompagnement des familles hébergeantes et des réfugiés qui étaient logés dans ces familles. Ces associations ont en outre organisé l'accompagnement des réfugiés dans leur démarche administrative auprès de la préfecture et ailleurs. 2 associations co-gèrent aujourd'hui un local d'aide alimentaire destiné aux réfugiés ukrainiens qui a été ouvert au mois de septembre à Grenoble et qui est aujourd'hui accessible, donc ouvert 3 jours par semaine aux réfugiés. Ce local existe grâce à une convention qui a été signée par l'association Kalina avec la Banque alimentaire de l'Isère. Enfin, toutes les associations organisent des événements culturels qui ont pour objectif de communiquer auprès de publics français, mais aussi de rassembler et soutenir les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes autour d'une activité culturelle. C'est donc de ce dernier répertoire d'action et sa signification pour les associations que j'aimerais m'arrêter un petit peu plus longuement.
Donc, culturelle politique, comme je l'ai dit, les associations culturelles peuvent prendre deux formes différentes, c'est-à-dire les activités culturelles à destination du public français et à usage interne, c'est-à-dire à destination de la communauté ukrainienne. Les événements culturels, socioculturels, à destination du public français incluent des conférences, des interventions dans les festivals et autres événements culturels généralistes et qui ont pour objectif de sensibiliser le public français à la cause ukrainienne et de créer un public de soutien de l'Ukraine et des réfugiés ukrainiens en France. Ce événement peut aussi avoir pour objectif la collecte de fonds pour les projets associatifs. Les événements du deuxième type s'adressent principalement à la communauté ukrainienne et ont pour objectif de soulager la souffrance des réfugiés en créant donc des espaces de confiance mutuelle et un entre-soi thérapeutique en exil, car réunissant les personnes aux expériences similaires. Mais ces événements ont aussi pour objectif de pérenniser, parfois même réinventer donc la culture ukrainienne dans l'exil. Comme dit souvent la présidente d'une des associations ukrainiennes de Grenoble, la culture est notre tout, en fait, est tout pour nous, car c'est bien la culture ukrainienne qui est attaquée par la Russie, qui nie le droit de l'existence de l'Ukraine en tant qu'État, mais aussi en tant que nation autonome, avec sa ou ses propres cultures autonomes. Ainsi, les associations organisent des rencontres de Pâques, de Noël ukrainien, des activités sportives et culturelles pour enfants de réfugiés, des remises de cadeaux aux enfants ukrainiens par les familles françaises, des sorties, rencontres hebdomadaires collectives, etc. Donc, plusieurs types d'événements. Ces sociabilités communautaires ont une grande importance aux yeux des Ukrainiens et Ukrainiennes des associations citées précédemment et mobilisent beaucoup plus de réfugiés que les activités autour du local de distribution d'aide alimentaire ou que les convois humanitaires en Ukraine. Par ailleurs, les bénévoles français et françaises se plaignent parfois du peu de mobilisation des réfugiés sur ce type d'activités qui, comme ils le disent, leur sont pourtant destinées. L'explication évidente de différence en termes de mobilisation sur ces deux types d'activités est la condition même de réfugiés, avec tous les problèmes matériels et psychologiques qui en découlent. Il leur est tout simplement plus difficile de s'engager de manière permanente et durable dans les actions au local ou dans l'aide humanitaire, en sachant que certains et certaines d'entre elles travaillent déjà. D'autres habitent très loin, qui sont logés justement dans les régions, dans les montagnes en gros, et d'autres encore n'ont pas la force psychologique pour cela en ce moment. Mais il me semble que c'est aussi la question de l'autonomie organisationnelle qui est en jeu ici. Dans les activités culturelles autour de la culture ukrainienne, les rôles habituels s'inversent, c'est-à-dire que les acteurs forts en ressources, à savoir les bénévoles français qui parlent français, qui maîtrisent mieux les procédures et le contexte français, se retrouvent en position de spectateurs ou de soutien, alors que les Ukrainiens et Ukrainiennes deviennent acteurs à part entière, compétents et compétents sur la question de la culture ukrainienne. Avec les Ukrainiens et Ukrainiennes de la diaspora, ils endossent alors le rôle de coordinateur, coordinatrice, organisateur, organisatrice, et non plus de simples bénéficiaires, et de soutien des actions organisées par les bénévoles français. Donc, ces événements culturels font donc partie des pratiques d'accueil des réfugiés qui retrouvent leur capacité d'agir, mais ce sont aussi des lieux politiques où les Ukrainiens de la diaspora, parlant principalement l'ukrainien, rencontrent des réfugiés venant des parties autrefois mixtes, russophones et ukrainophones, du sud et de l'est de l'Ukraine, et où se réagencent les sensibilités culturelles. Ces sociabilités intra-communautaires sont d'une importance cruciale aussi pour le maintien de la politique dans l'exil, comme cela a été déjà observé pour d'autres cas d'exil tunisiens, espagnols, etc. Donc, je finirai ma partie en soulignant l'importance de prendre en compte les activités culturelles et les sociabilités collectives quand on parle de l'accueil des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes par des associations ukrainiennes et franco-ukrainiennes. Car pour eux, et pour elles, elles font pleinement partie de l'accueil, du concept même de l'accueil et de l'action d'accueillir. Elles permettent de rendre acteurs et actrices des réfugiés souvent perçus comme bénéficiaires de l'action des autres et parce qu'elles permettent donc de pérenniser la politique dans l'exil. Je vois qu'on a pris un petit peu de retard, donc je passe peut-être la parole tout de suite.
Moi, j'ai terminé, en fait, c'est bon. Je passe la parole à Karine Élison pour dire quelques mots de conclusion et ensuite laisser pour les questions. Oui, merci Olga. Oui, une conclusion rapide parce qu'on a également très envie d'échanger avec vous, donc on a le souci de garder du temps pour la discussion. Donc très rapidement, ce qui nous intéresse beaucoup au carrefour de tous ces acteurs, de tous ces moyens mobilisés, c'est effectivement cet instrument de l'hébergement citoyen et je pense qu'il faut qu'on élargisse ce concept-là autour de l'engagement citoyen. Alors, l'hébergement citoyen, comme je l'ai dit, historiquement, c'est quelque chose qui éclot en quelque sorte spontanément dans la société civile à partir de 2015, qui intéresse l'État et du coup, l'État qui va petit à petit expérimenter ce dispositif pour des publics ciblés. À partir de 2017, notamment, on voit que la DIAL, avec la DIR, si je ne me trompe pas, émet un appel à projet pour mettre en place de l'hébergement citoyen à destination des bénéficiaires de la protection subsidiaire, de la protection internationale, pardon, donc les réfugiés statutaires. Donc, ce dispositif qui est encore petit, dimensionné de manière assez restreinte à ce moment-là, est une expérimentation et qui, comme ça, se développe. En tout cas, on voit qu'il suscite l'intérêt de l'État, des acteurs étatiques. Et c'est celui qui est mobilisé donc à partir de février 2022 pour accueillir les familles ukrainiennes. Donc, cet instrument nous intéresse et finalement, c'est un peu le point focal. Et encore une fois, j'élargis à l'engagement plus largement des citoyens et de comment s'articule ou comment est-ce qu'on arrive à articuler cette volonté qui émane de la société civile, ces élans citoyens, et comment ça rencontre ou pas les objectifs des politiques publiques et des politiques étatiques, étant entendu que là, on a un énorme contraste entre 2015 et 2022. 2015, la mobilisation se fait, comme je l'ai dit, sur la base de l'indignation, donc c'est bien pour aller à l'encontre de la non-action des politiques étatiques que les citoyens se mobilisent en disant nous, on veut accueillir ces gens qu'on voit sur la route, qu'on voit dans la rue, et justement contre le non-accueil. En 2022, au contraire, vu que la volonté de l'État est énorme et met des moyens, là, on a une convergence entre l'initiative citoyenne et les politiques publiques. Voilà, donc je ne conclurai pas plus que ça, mais voilà pour reprendre un peu tous nos propos qui peuvent comme ça converger sur cette question-là. Et je m'arrête là pour vous donner la parole et je vois qu'il y a aussi des interventions dans la discussion, donc on est en train de découvrir. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation à nouveau et pour votre écoute. Merci à vous trois. Effectivement, comme tu l'as signalé, on a aussi des témoignages dans le chat qui sont très intéressants. Et effectivement, un des témoignages par Evgena signalait cette autre voie de l'accueil des Ukrainiens par le programme PAUSE, qui est spécifique aux chercheurs et aux étudiants. C'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions que vous souhaiteriez poser? Alors, j'en avais une, mais je l'ai oubliée. C'est plus ce que je voulais vous demander. Oui. Je pense qu'il y a donc Béla Ostromokova, Catherine Perron qui ont des questions. Et puis, en fait, il y a des questions dans le chat. Comme vous voulez, peut-être on peut commencer par... Je crois que Thomas avait une question. Non, allez-y. Il faut que je la retrouve. Moi, je l'ai oublié, ma question. Sinon, on peut commencer par les mains levées et ensuite répondre aux questions dans le chat. Béla, je pense que tu étais la première. On t'entend pas. On t'entend pas, Béla. Ah, voilà, c'est bon? Ça marche. Oui.
Merci beaucoup pour cet exposé super intéressant qui recoupe pour beaucoup en fait ce que j'observe là où j'habite. Moi, j'habite en Alsace, au sud de l'Alsace, au coin des 3 frontières avec l'Allemagne et la Suisse. Et beaucoup de choses dont vous parliez en fait m'ont fait penser qu'en fait les différences régionales doivent être assez importantes. Et comment est-ce que vous les... Enfin, je me demande comment on peut les prendre en compte, notamment dans l'existence de... Ben, il y a plusieurs facteurs en fait. L'existence d'un tissu associatif ancien ou le surgissement des nouvelles associations dont vous avez parlé, et surtout dans la réalisation en fait dans l'interaction entre les acteurs associatifs locaux et les acteurs de l'État. Parce qu'ici, en fait, dans le sud de l'Alsace, ce que j'observe, c'est que le tissu associatif est très faible et que du coup, l'action de l'État part dans une espèce de marasme et on la voit très peu. Et donc, tous les réfugiés que je vois s'en sortent, en fait, grâce à des initiatives citoyennes éparpillées. Et les associations ont du mal à agir. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est d'ailleurs plus une remarque qu'une question. Oui, merci Bella, la question est très claire. Notre projet de recherche se déploie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui déjà nous donne comme ça un peu une base comparative entre plusieurs départements. Et rien qu'à cette échelle-là, on voit que d'un département à l'autre, c'est différent, il y a des spécificités et donc des différences comme tu le notes. Après, en effet, il faudrait élargir cette base comparative et comparer de région à région. À t'entendre, on comprend qu'on a sans doute oublié de signaler une spécificité de notre territoire, qui est une très grande densité du tissu associatif. C'est quelque chose qui n'est pas propre au secteur du droit des étrangers ou de la migration ou de l'asile. Mais Grenoble, en particulier la métropole grenobloise, connaît un tissu associatif très, très dense. Donc, les choses sont en partie déjà organisées. L'expérience associative est présente, prête à être mobilisée. Et en effet, c'est une spécificité, c'est bien de nous le rappeler de l'extérieur parce qu'on l'a oublié un peu. Néanmoins, il y a toujours des nouveaux acteurs qui émergent. Il y a toujours comme ça un genre de réservoir et d'acteurs qui émergent. Et effectivement, c'est intéressant ce témoignage sur la région Alsace où tu dis que ce tissu associatif est plutôt faible. Et du coup, tous les écueils ou tous les manques de l'État sont plutôt palliés par les citoyens, plutôt isolés et pas organisés. C'est des choses qu'on peut observer à une échelle très réduite du territoire qu'on étudie, des endroits où il n'y aurait pas de collectif ou pas d'association, pas d'expérience, et où les gens improvisent un petit peu et bricolent. Voilà, l'intérêt, c'est justement de pouvoir faire connaître ce qui existe et de pouvoir créer des liens. Voilà, comme nous, on fait de la recherche sur ce sujet-là depuis plus longtemps, soit on crée ces liens, on met les gens en lien, soit on voit qu'ils sont déjà en lien, mais il y a tout un travail de mise en lien, effectivement, qui est nécessaire. Et peut-être c'est ce qu'il faut aussi imaginer à l'échelle du territoire d'Alsace, en effet, si le tissu associatif est faible. Mais en effet, ces interactions entre acteurs, et notamment les acteurs citoyens, associatifs et les acteurs étatiques, seront très différentes en fonction de cette donnée, effectivement. Je pense qu'il y a aussi Catherine qui a une question. Bonjour, pardon. Merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé vraiment très très intéressant aussi par tous les aspects très pratiques et concrets
que vous avez évoquées. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, j'observe les choses depuis avec dans la tête, disons, la situation allemande que je connais un petit peu mieux. Et ce que j'ai trouvé ou qui m'a beaucoup parlé, c'est ce que vous avez dit sur ces structures qui se pérennisent finalement, ces structures de l'accueil pour les Ukrainiens qui sont réutilisées et qu'on va utiliser pour d'autres demandeurs d'asile. Je me demandais justement, quels sont les apprentissages qu'on a qui se font à partir de la crise de 2015, dans quel domaine, ou quel type de structures existent déjà, sont développées, sur quoi on bâtit. Vous avez en partie répondu et je trouvais ça assez intéressant. Et l'autre question que j'ai, c'est est-ce que cette manière de voir les choses et de pérenniser des savoir-faire et des choses comme ça, est-ce que ça pourra peut-être, à votre avis, amener à envisager les migrations autrement que comme une crise et à les envisager sur le long terme, c'est-à-dire est-ce que ça aura des effets politiques montrant que finalement, si on se prépare, si on a déjà des structures et des manières de faire, eh bien, il est tout à fait possible d'accueillir des gens. Merci. Maison, tu veux réagir? Ce qu'on remarque sur les questions de pérennisation et d'apprentissage par rapport à 2015, on a certains terrains et certains acteurs, et notamment des acteurs engagés déjà depuis longtemps sur l'accueil, qui s'en saisissent comme une brèche pour du coup pérenniser et aussi comme un enjeu politique à aller plus loin et à le faire pour les autres publics. Ce qui n'est pas évident, Karine disait que ça l'a été pour les demandeurs d'asile, mais pour la question des hébergements d'urgence, les interlocuteurs et interlocutrices qu'on a rencontrés au niveau des CCAS, il y a une réelle tension. Pour l'instant, les filières sont bien séparées et les capacités n'ont pas été pérennisées. C'est aussi cette tension-là de gestion et quand il y a des périodes en creux de personnes ukrainiennes de places qui ne sont pas occupées, pour l'instant, la question reste en suspens de savoir comment les insérer dans le dispositif de droit commun, finalement, pour l'hébergement d'urgence. Donc, cette question, elle reste quand même en suspens. Enfin, moi, je serais plus nuancée sur la pérennisation, parce que du point de vue institutionnel, les acteurs restent très partagés, justement parce qu'il y a un tas de politiques publiques qui se percutent. Mais par ailleurs, du coup, les travailleuses et travailleurs sociaux sur la question des savoir-faire sont en train aussi de réfléchir à comment porter plus loin cette pérennisation et de pouvoir l'ancrer pour les autres publics qu'ils ont l'habitude d'accompagner, notamment les demandeurs d'asile. Mais on voit aussi qu'à l'échelle de la dette de l'État local, il y a une tension qui est liée à des effets tout à fait politiques de choix liés à l'immigration, qui là ne relèvent finalement pas de leur marge de manœuvre et sur lequel elles sont également en tension de savoir quels sont les choix qui vont être faits vis-à-vis de ces questions migratoires. Oui. Oui, complètement. Et pour appuyer un peu plus ce que dit Lison, effectivement, ce n'est pas seulement une affaire un peu technique de pérenniser des savoir-faire, c'est-à-dire de se mettre à l'épreuve avec la crise et d'observer qu'on sait gérer la crise, on capitalise et on acquiert un savoir-faire et que maintenant, ça nous rend plus confiants. Et y compris dans la capacité à organiser, à anticiper les choses, à les préparer pour ne plus être dans une gestion de l'urgence, mais dans des plans disponibles en cas de besoin. En fait, l'enjeu là derrière, c'est ce que nous disons, c'est la volonté politique. Or,
si, comme vous le rappelez, 2015 a montré une forte capacité citoyenne. En revanche, elle n'a pas fait observer une volonté politique d'accueillir mieux ou davantage. 2015 nous montre le non-accueil et depuis 2015, on ne fait que continuer d'observer le non-accueil. Les campements qui se multiplient en Île-de-France sont là pour en témoigner. Donc en fait, tout dépend de la volonté politique. Ce qu'on peut observer, parce qu'en effet, il y a bien sûr une observation et un intérêt, et ce genre de ce que certaines personnes appellent ces innovations sociales, de ce que font les collectifs citoyens, suscite l'intérêt. C'est observé, c'est étudié, et c'est mis en œuvre là où la volonté politique existe. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une volonté politique pour le dispersement des populations à partir donc, de l'Île-de-France, du point de vue parisien ou dispersion, pardon, j'ai dit dispersement, je devrais dire dispersion. Donc, il y a cette logique de dispersion des personnes venues chercher un refuge et pour la plupart en demande d'asile d'Île-de-France, littéralement de les envoyer sur le territoire français. Et le second point d'intérêt vide les campagnes. Et donc là aussi, l'accueil en milieu rural, et le milieu rural suscite beaucoup d'intérêt dans les ministères, il est étudié pour un petit peu tester qu'est-ce qu'on peut envisager de ce côté-là. Donc, à nouveau, comme l'hébergement citoyen a été mis en œuvre pour des publics très ciblés, les bénéficiaires de la protection internationale, aujourd'hui, là aussi, les campagnes, l'accueil rural est en train d'être étudié pour sans doute être envisagé pour accueillir, là aussi, sur les publics qui seront choisis par les politiques de l'État. Et peut-être pour compléter, vis-à-vis de la traduction en termes de politique publique, on remarque en étudiant, et c'est aussi ce que relate l'analyse flash de la Cour des comptes, mais qui est aussi des analyses qui sont partagées par ailleurs au niveau des finances, c'est qu'on a toujours un sous-dimensionnement perpétuel des capacités d'accueil avec des demandeurs d'asile qui sont à la rue, et une non-anticipation en fait des besoins, avec toujours des prévisions à la baisse d'année en année, de loi de finances en loi de finances. Donc voilà, c'est un indicateur. On va peut-être prendre quelques questions qui sont dans les commentaires qui ont été écrits. Donc je vois la première question d'Alice qui dit qu'elle étudie, qu'elle fait un terrain de recherche assez similaire à Bruxelles, en Belgique, dans une perspective comparée avec une collègue qui l'amène à Genève. Et donc la question, c'est dans un des tableaux, en fait, dans un des organigrammes que nous avons montré dans notre présentation PowerPoint, qui parle de la multiplicité des mobilisations. On qualifie les mobilisations en tant qu'institutionnalisées et plus spontanées. Et donc, Alice se demandait à quel point la spontanéité n'a-t-elle pas été politico-médiatiquement organisée, et dès lors, s'il s'agit réellement de mobilisation spontanée. Je ne sais pas qui veut réagir. C'est moi qui me spontanée. Vas-y. Alors, en réalité, avec cette question, j'ai mis spontané pour balancer avec l'institutionnalisation, mais en réalité, il y a en effet tout un background médiatique et qui se retrouve quand on étudie les chiffres des mobilisations sur les plateformes, où il y a une mobilisation inédite au moment où on entend beaucoup parler de la crise début 2022 et qui est très médiatisée, avec, je ne sais plus, j'avais mis les chiffres, je crois, dans mes notes, je ne me souviens plus exactement, mais
des milliers de propositions au début de mars de 2022 et puis à l'automne, plus que 11 propositions. On voit bien qu'il y a un effet de mobilisation émotionnelle et puis qui retombe un peu au fil des mois. Donc, tout à fait d'accord avec le fait que la spontanéité est très liée au contexte médiatique. Merci Lison. Il y avait aussi des questions de collègues justement de Nadine aussi, je crois. parce qu'en fait ils ont écrit des questions depuis longtemps. Ouais, peut-être en fait, il y a des questions de la part ou plutôt témoignages de la part des collègues ukrainiennes qui ont été hébergées, qui ont été accueillies par l'université de Grenoble-Alpes dans le cadre du programme PAUSE. Effectivement, elles décrivent en parcours une trajectoire encore différente de celle que nous avons évoquée dans l'exposé. Mais en fait, c'est aussi une recherche en cours, c'est-à-dire qu'effectivement, l'université de Grenoble s'est beaucoup mobilisée pour accueillir des chercheurs et des chercheuses qui ont dû quitter l'Ukraine. Et en fait, les premières observations, parce que moi-même j'ai un peu participé dans cet accueil à l'Université de Grenoble, et donc les premières observations, c'est que en fait, ça s'est fait au début grâce à une mobilisation assez importante des collègues à l'Université de Grenoble et qui ont commencé effectivement à essayer de comment dire, en fait, un petit peu d'avoir des réponses à leurs questions de la part de la présidence de l'université pour savoir, et aussi à appeler les syndicats à se prononcer sur cette question, pour savoir en fait quel est le budget prévu par l'université de Grenoble pour accueillir les chercheurs PAUSE, sur combien de temps, etc. En fait. Parce que l'accueil au début, en tout cas les modalités d'accueil par l'université de Grenoble étaient assez floues, assez opaques. Et donc, en fait, je pense que ça s'est fait de cette façon-là. D'abord, il y a eu cette mobilisation assez importante des collègues à l'Université de Grenoble, et ensuite, donc, avec les syndicats, on est allé rencontrer la présidence, ça. Et il y a eu une réponse quand même de la présidence qui fait qu'aujourd'hui, je pense que si je ne me trompe pas, l'Université de Grenoble accueille un des nombres les plus élevés de chercheurs PAUSE sur ces 2 dernières années. En tout cas, en France, en fait, c'est un nombre assez important. Et en fait, à cause de ce nombre très important aussi de l'accueil sur la première année, ils ont décidé maintenant de ne plus prolonger le contrat sur la 2e année. Donc, contre-coup un peu de cette réaction. Donc, du coup, les 2 collègues racontent un peu le parcours. Voilà. Puis, il y a eu aussi des questions. Voilà, il y a Joséphine qui dit qu'elle connaît bien les associations ukrainiennes à Lyon. C'est super. Moi, je veux bien profiter de vos contacts, Joséphine, si c'est possible. Et puis, il y avait aussi, je disais, je n'ai pas vu, donc avez-vous des données sur le nombre d'Ukrainiens? C'est Olena, voilà, qui pose la... je vous laisse poser la question, du coup, de prendre la parole si vous voulez compléter la question ou si... Non, j'ai reçu la réponse, merci. Ah oui, d'accord, très bien. Mais vous avez peut-être d'autres questions Oui, j'ai comme la question, je suis moi-même réfugiée et en même temps, je suis aussi un scientifique qui s'occupe des problèmes d'intégration des enfants ukrainiens dans les écoles françaises. Et je tiens à remercier l'État français pour son soutien et l'aide que nous avons reçue en France. Mais j'ai une question sur l'avenir de l'Ukrainien. Quelle est la relation de l'État avec les Ukrainiens qui veulent rester en France et trouver du travail? Est-ce qu'on danger ou au contraire une amélioration du marché du travail en France? Sur l'intégration des personnes qui veulent rester en France par le travail. Oui. Comme on le décrivait un petit peu, c'est un nouveau volet de cet accueil, donc qui est l'insertion professionnelle, et des moyens sont mis en place, sont créés pour permettre et faciliter justement aux personnes réfugiées ukrainiennes de trouver du travail en France. Alors, ça suppose des processus qui peuvent être un peu longs parce que bien entendu, ça passe bien souvent par l'apprentissage de la langue française.
toutes les personnes réfugiées ne maîtrisent pas le français. Alors, on observe aussi, et c'est aussi un indicateur fort du fait que les personnes réfugiées ne s'inscrivaient pas dans une installation durable et sont vraiment venues dans l'urgence et pensaient rentrer plus vite, c'est qu'elles n'ont pas tout de suite cherché à apprendre le français. Certaines familles n'ont pas voulu inscrire les enfants à l'école. Bon, vraiment, ça nous fait penser qu'ils étaient dans une perspective d'installation très courte. Donc, il y a l'enjeu de l'apprentissage de la langue. Néanmoins, on observe, et alors là, au niveau rural, au niveau des petites villes ou des villages, que certaines personnes réfugiées ont pu trouver du travail et se mettre au travail très rapidement. Il y avait par exemple des offres d'emploi municipaux qui restaient ouvertes et qui ne trouvaient pas de personnes à embaucher. Et donc, ce sont des personnes réfugiées d'Ukraine qui ont pris ces emplois et donc se sont mises au travail hyper rapidement. On pense ici très souvent à des emplois dans des écoles, notamment des emplois dans les cantines des écoles, mais aussi à d'autres emplois municipaux, donc plutôt techniques, effectivement, pour lesquels la maîtrise de la langue n'était pas nécessaire. Donc ça, c'est les emplois qui ont été fournis vraiment à très court terme, hein, dans l'immédiate arrivée. Aujourd'hui, il y a tout un programme donc, pour aider les personnes ukrainiennes à travailler, à trouver des emplois. Mais c'est une volonté de l'État. On observe une volonté de l'État. Ensuite, on n'a pas étudié à fond pour mettre en parallèle les moyens mis en œuvre par rapport aux besoins. Ça, c'est encore en cours. Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? Voilà, bah, il est déjà 11h30. Encore en question, comme et quel document officiel êtes-vous guidé pour l'information des résultats de la recherche? C'est juste le site ou En fait, on prévoit des publications. Là, on est en train de préparer déjà une publication collective à 3. On a juste commencé, donc c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, on a prévu quand même de publier à la suite du projet, des résultats de ce projet, et puis aussi d'organiser un workshop ou une journée d'études à la fin du projet pour échanger avec des collègues qui travaillent sur des sujets similaires. Et aussi un autre résultat de notre projet, c'est un film documentaire qui sera réalisé par un autre collègue, Théo Charamon, autour de l'accueil, en fait un peu les trajectoires et les multiplicité d'acteurs dans cette région qui sont impliqués dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc, en fait, il nous suit un peu partout sur notre terrain pour réaliser à la fin un film documentaire. Voilà, et je pense qu'il y avait aussi une question. Ah, pardon. Pouvez-vous changer l'email adresse pour continuer la discussion? Ah oui, bien sûr. Merci. Juste pour un élément d'information, il y aurait donc 15 000 personnes bénéficiant de la protection temporaire qui se sont inscrites à Pôle emploi sur les 85 000 qui étaient encore ici en décembre. Voilà. Et le document que vous utilisez pour l'information, est-ce que je peux voir à quand? Oui, bien sûr. En fait, j'ai noté votre... je pense qu'on retrouvera votre nom sur Internet avec votre adresse mail pour... Merci. Merci à vous. Et je pense qu'il y avait deux questions aussi d'Ali. Et là, on a dit, on le disparaît. Ouais, on prend la dernière question après. Une dernière question d'Ali Daoud. Ali. Oui, bonjour à tous. Je tiens à remercier tous les panélistes. À travers cette présentation, j'avais appris beaucoup de choses. En fait, pour la présentation, je suis Ali Daoud, je suis du Tchad et je suis de tout cœur avec les réfugiés ukrainiens.
D'abord, je suis du Tchad, je suis un pays qui accueille sur tout le front des réfugiés aussi. Et les dernières sont ceux du Soudan, un peu partout sur les frontières, etc. Mes salutations particulières à Catherine Gatelier. J'avais lu beaucoup de ces documents sur la transformation des conflits. Et je tiens à la remercier davantage. Et je voulais savoir, en Ukraine, on a appris qu'il y a des agronomes, il y a des spécialistes, etc., etc. Et je voulais savoir pourquoi certains de ces réfugiés qui seront utiles pour l'Afrique, c'est-à-dire en cas de partenariat, ne peuvent pas venir aider ce continent qui a besoin des spécialistes, donc certains sont ukrainiens, etc., pour lancer le développement dans certains circuits que l'Afrique en a besoin dans le cadre des partenariats. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Ali, pour votre question. Je pense que ce n'est pas vraiment pour nous, peut-être, cette question, mais pour les Ukrainiennes. les Ukrainiennes qui peuvent répondre à votre question. Mais effectivement, votre témoignage et votre lien avec d'autres guerres est extrêmement important et intéressant. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, mais Thomas nous a dit dernière question, donc on pourra continuer la discussion. Voilà, et puis effectivement, on pourra continuer la discussion par email, sans aucun problème. Et juste quand même pour vous signaler que la prochaine session du webinaire aura lieu le 23 juin, même heure, et on vous enverra évidemment le lien. Et ça sera Agnieszka Fiel qui va nous parler cette fois des organisations de la diaspora ukrainienne. Je vous remercie. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour votre présence. Et bien entendu, ce webinaire sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'Institut Convergence. On vous tient au courant. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.